Voici les titres de l'actualité de ce mercredi. Douala en immersion depuis ce matin. De nombreux dégâts enregistrés après la pluie diluvienne qui s'est abattue sur la métropole économique dès les premières heures de ce mercredi. Circulation perturbée en ce moment sur l'axe Douala-Yaoundé au lieu d'Ikojefa, la conséquence de l'affaissement d'un pont justement dû à la forte pluviométrie. Des voies de contournement envisagées dans un environnement où les inondations continuent de dicter leurs lois. La solution à la crise anglophone passera-t-elle par les hommes de Dieu? L'archevêque émérite de Douala, Christian Toumi, en compagnie des autres personnalités religieuses du nord-ouest et du sud-ouest réunies ce jour à Douala, émettent l'idée d'une conférence générale des peuples en vue d'un dialogue national. La quintessence de la déclaration commune de ce jour à suivre dans ce 19h50. Et puis en politique présidentielle 2018, des candidats se préparent à entrer en campagne. Nous avons rendu visite ce jour à Cabra Libi, au siège du mouvement 11 millions de citoyens à Yaoundé. Nous vous ferons vivre l'ambiance au sein de ce QG. Cependant, zoom ce soir sur les candidats de 2011 qui se sont abstenus de se présenter à la présidentielle de 2018. Nous les appellerons les grands absents du 7 octobre à découvrir dans ce journal. Bienvenue au 19h50, une conférence générale des peuples du Nord-Ouest et du Sud-Ouest pour résoudre définitivement la crise anglophone. La proposition et l'initiative sont portées par des hommes de Dieu, 5 personnalités religieuses et morales dont les visages sont bien connus, réunis à Douala ce jour, viennent d'inscrire l'idée de cette conférence dans leur agenda. Elles en ont profité pour décliner les plans de faisabilité en vue d'un dialogue national. Patrick Christian Dobo et Guy Fotso pour les détails. Considérant notre responsabilité à promouvoir la paix et l'harmonie entre les enfants de Dieu, nous nous constituons en collège d'initiateurs pour la tenue d'une conférence générale des peuples du Sud-Ouest et du Nord-Ouest Cameroun. Nous annonçons à cet effet la tenue de la dite conférence pour les mercredis 29 et jeudi 30 août 2018 dans la ville de Boya. Déclaration conjointe ce 25 juillet 2018 à Douala, après une concertation entre 4 personnalités religieuses, toutes originaires des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest Cameroun. À l'initiative du cardinal Christian Toumi, l'imam en chef de la mosquée centrale de Boya, Aladji Mohamed Aboubakar, l'imam Toukou Mohamed Adamou de la mosquée centrale de Bamenda, le révérend Babila Georges Foncha, synode clerc de la Presbyterian Church du Cameroun, dévoilent les contours de leur initiative en réponse aux violences dans la partie anglophone du pays depuis octobre 2016. Les participants attendus à la dite conférence sont les citoyens camerounais qui vivent à l'intérieur ou à l'extérieur, divisés en 2 catégories. Ceux ayant des origines ancestrales parmi les 13 départements qui constituent le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun, ou ceux ayant des parents ou grands-parents ayant vécu dans ces parties du Cameroun avant le 1er octobre 1961. Les gouverneurs de les régions du nord-ouest et du sud-ouest seront invités ou pourront désigner leurs représentants à cette conférence. Les hommes de Dieu désignent également le docteur Simon Munzu, ancien assistant du secrétaire général des Nations Unies, comme porte-parole, conseiller du collège et coordonnateur du comité d'organisation de la conférence à venir. Ils appellent également gouvernement, population et tous les acteurs de la crise à œuvrer pour le succès de l'initiative. Nous prions dans cette lancée le gouvernement camerounais à créer les conditions favorables à la tenue de la dite conférence. Nous appelons de tous nos voeux la libération de toutes les personnes inquiétées ou détenues en relation avec cette crise depuis 2016, tout en implorant la facilitation du retour des personnes déplacées ou réfugiées à raison de cette crise. Nous demandons également aux ressortissants de cette partie du pays de faire des sacrifices malgré la difficulté pour participer et contribuer à cette conférence. La conférence annoncée pour les 29 et 30 août prochains entend donc jeter les bases de la contribution des fils et filles de la partie anglophone du Cameroun
à la tenue d'un dialogue national véritablement inclusif. Un titre réveil lourd et difficile pour les habitants de la ville de Douala ce matin. Une pluie diluvienne s'est abattue sur toute la ville, créant de graves inondations qui sont la cause de l'absence des drains et caniveaux dans de nombreux quartiers de la métropole économique. Incapables de se déverser ailleurs, les eaux occupent les routes, rentrent dans des domiciles et se mélangent parfois aux déchets ménagers qui jonchent les rues. Une situation à risque pour une ville où plane le risque d'infection au choléra. Les populations en viennent à se demander où sont passés les travaux de drainage de la ville. Aimé Catherine Moukouri et Guy Fotso ont visité la ville de Douala. Le ciel semble s'être fâché ce mercredi matin contre la ville de Douala. Dès les premières heures de la matinée, ce dernier lui a servi une pluie torrentielle, résultant à des inondations monstres dans les quartiers. De Bonabéry à Bonapriso, en passant par la Besséké ou le marché d'Okpassi, les véhicules avancent à tâtons. Pour les populations forcées de faire la trempette, c'est un véritable calvaire qui a pour principale cause l'absence de drains dans de nombreuses zones. Ils ont mis les maisons dans les rigots. Il faut vraiment une rigots pour qu'on s'en sorte pour l'eau. Selon ma façon de voir. Que si avec les rigots, on pourrait s'en sortir. Mais sans rigoles, on ne peut rien. La mairie en travaillant, ils n'ont pas pu tracer les rigoles et les populations ont construit partout sur le terrain, sur la route. Donc nous ne savons pas ce qu'il faut faire là maintenant. L'eau pleut partout, ça rentre même dans la maison des gens. Donc on ne sait pas ce qu'il faut faire. Donc il faut que l'État essaye de voir ce qu'il peut faire ici. Pourtant, depuis des mois, voire des années, la ville est pleine de chantiers de construction de drains. Leur absence, couplée à l'incivisme des populations, mène à ce résultat chaotique. Au lieu-dit Cassa la femme, la rivière de pluie sert justement de vidange pour les matières fécales, nauséabondes, sorties des domiciles remplis d'eau. Alors que la menace de choléra plane déjà sur la ville, les enfants ont les pieds dans cette eau sale. Un risque qui n'empêche pas à certains de piquer une tête ou de jouer aux pirates en eau trouble. Seulement, cette eau est plus dangereuse qu'elle ne paraît. Au quartier village, un moto-taximan et ses 2 passagers ont été engloutis par son flot. Sans drain ou pouvoir se déverser, l'eau de pluie n'a d'autre choix que de s'attaquer aux populations, à leur domicile et même à leur vie. D'autres conséquences de cette grande pluie de ce matin sur la ville de Douala. La circulation reste encore paralysée à l'entrée de la ville de Douala depuis ce matin et même en ce moment après l'effondrement d'un pont au lieu dit Kojefar. C'est un village dans l'arrondissement de Douala 3e. C'est une autre conséquence justement de ces fortes averses qui se sont abattues sur la ville de Douala. Des voies de contournement ont été aménagées pour décongestionner la circulation qui reste un tout petit peu perturbée jusqu'à cette heure. Yvonne Katiken et Stéphane Binac. Sur cette image, des véhicules stationnés au lieu-dit Kojefar à l'entrée de la ville de Douala, personne n'y rentre et personne n'en sort. Tout était bloqué. Les automobilistes sont restés stationnés des heures durant à cet endroit. La raison de cette pagaille, c'est ce pont situé au lieu-dit Kojefar à Douala 3e qui s'est affaissé en partie aux premières heures de la matinée. Une déviation est prévue. Les travaux de construction sont en cours. Malheureusement, ce matin, avec les averses qui sont tombées, le pont est en train de s'affaisser. L'ouvrage n'a pas résisté aux intempéries, à la pression des eaux de la forte pluie qui s'est abattue sur la ville de Douala. Le pont est endommagé suffisamment pour que la traversée soit interdite aux gros porteurs. Nous avons demandé que tous les camions soient déviés, aussi bien ceux venant de la ville de Douala que ceux venant d'Edea. Et un dispositif est déjà mis en place. La secousse qui a précédé l'affaissement a été d'une forte violence, suffisante pour inquiéter les habitants et les usagers. Seuls les véhicules légers, les motocyclistes et les piétons peuvent se permettre la traversée en attendant l'aménagement de la voie de contournement. Nous invitons les usagers de la route, notamment les camionneurs, les conducteurs de petits véhicules, à pouvoir respecter la déviation qui est indiquée par les différentes forces de maintien de l'ordre qui sont sur le terrain en train de réguler la circulation. Et nous invitons également les populations à être patientes pour pouvoir permettre à l'entreprise qui est déjà mobilisée d'effectuer ces travaux de déviation. Dans tous les cas, les désagréments sont énormes depuis ce matin, après la pagaille. Le pont se situant sur la route reliant la ville de Douala et Yaoundé, la densité du trafic a été perturbée. Le sous-préfet de Douala 3e, arrivé sur les lieux, a annoncé que les travaux de la déviation ne devront pas excéder 72 heures.
si toutes les conditions sont réunies, maximum dans 72 heures, la déviation pourrait être construite. En attendant justement que les travaux de déviation s'achèvent, on nous annonce d'énormes bouchons en ce moment même en ces lieux, c'est-à-dire au lieu d'Ikojefar à Douala entre le marché Ndokpassi et le carrefour Yassa à Douala, et également des voies de contournement qui ont été prescrites par les autorités sont énormément bouchées en ce moment, notamment la zone industrielle Bassa à Douala. Et cette forte pluie qui s'est abattue ce matin sur Douala a imposé de nouvelles habitudes et même attitudes aux habitants obligés de sortir pour vaquer à leurs occupations. Chacun s'y est pris à sa façon, chapeau de plastique, chaussures en caoutchouc, manteau ou écharpe, tous les moyens étaient bons pour se prémunir de la pluie ce jour. Adjamaïramou et Stéphane Binak. Une matinée de grande pluie dans la ville de Douala. Il est 10 heures et l'eau coule encore à flot par endroits et stagne dans bien d'autres. Les inondations se comptent par dizaines. Ce matin, le réveil était bien difficile. Chacun a usé des moyens de bord pour vaquer à ses occupations. Au plus ce matin, je me suis débrouillé en mettant un petit blouson au-dessus de mon costume, ce qui m'a permis de me lancer dans la pluie. Même le parapluie ne faut pas résoudre le problème. Vous voyez comment je suis mouillé après ça et tout. Je me suis débrouillé de ma manière pour me retrouver à mon poste de service. Je trouve que c'est très difficile avec cette saison pluvieuse à Douala. C'est pénible pour nous de sortir chaque matin, mais tu n'as pas le choix. Tu dois honorer au rendez-vous du boulot. Il faut être là le matin pour aller au bureau. Il faut certainement user des moyens de bord. Vous voyez, j'ai une écharpe, à défaut de ça, son parapluie et porter des tennis. C'est parce que je ne pouvais pas rester à la maison parce que j'en manque de quoi manger, de quoi nourrir mes enfants. Il faut que je les envoie. Donc il me fallait à tout prix sortir de la maison. C'est comme vous voyez là, je me suis tout mouillée jusqu'à il n'y a plus moyen. Et je n'ai pas les habits de rechange. Au quartier Bonapriso, impossible d'aller d'une rue à l'autre sans plonger les pieds dans l'eau. Je fais seulement un coup de vue quand je peux sortir. Vous me voyez comment je suis. Surtout je suis malgré ça pour aller chercher pour manger. Je ne vais pas rester comme ça à la maison. Voilà, il n'a même pas plu. Quand il va vraiment pleuvoir, c'est que les voitures là vont partir seulement. Parce que nous sommes là, depuis 5 heures on voulait sortir. Vous avez vu là, on est sorti à 10 heures. Ça vaut pas, ça, c'est n'importe quoi. C'est le vouri. Regardez le carrefour là-bas, ça vaut pas la peine. À cause de ça, vraiment, c'est à cause de ça qu'on n'a pas pu travailler. À New Belbassa, la vie des tout-petits est gravement menacée. Un bébé repêché juste à temps. Des commerces qui suivent leur cours, avec le risque de contamination au choléra qui se multiplie. À présent, notre cahier politique, ils sont 28 à avoir manifesté par le dépôt d'un dossier de candidature leur intention de succéder à Paul Biya à la tête du Cameroun. Une liste de 28 prétendants à la candidature dans laquelle 25 font office de bleu en la matière. Des nouveaux qui se frottent pour la première fois à la présidentielle, alors que d'autres challengers de Paul Biya en 2011 ont choisi pour les uns de le soutenir, pour les autres de ne simplement pas se présenter, même si quelques-uns d'entre eux qu'on a vus en 2011 sont encore en course pour cette élection présidentielle. Patrick Christian Dobo revisite pour nous ce soir les visages des candidats de 2011 qui manquent à l'appel du rendez-vous du 7 octobre prochain. En attendant le verdict de l'examen des dossiers de candidature par le Conseil électoral, il souffle comme un vent de renouvellement dans le cercle des aspirants au fauteuil présidentiel au Cameroun. Des 23 candidats en lice lors du scrutin du 9 octobre 2011, seuls 3 rescapés peuvent prétendre, au stade actuel, d'être sur les starting blocks le 7 octobre prochain, à côté de Paul Biya, le sphinx du RDPC, présent lors des 4 derniers rendez-vous depuis 1992. Il y a le téméraire Adamou Ndamjoya de l'UDC et l'intrépide Gaga Aman Adji de l'ADD, fort de son honorable 3e position lors du scrutin de 2011, avec 3,21% de suffrages récoltés. Face à ce trio en attente, les 20 autres prétendants de 2011 qui répondent aux abonnés absents peuvent être classés en 2 groupes. Il y a d'abord ceux qui en 2011 effectuaient leur baptême de feu. On y dénomme Daniel Sofone du PSU, Atangana Soué du Grand Cameroun, Isaac Feuze du Merci, Marcus Lontoué du CNC
Mila Assouté du RDMC, Ben Mouna de l'AFP, Esther Dang du BRIEC, Paulaya Abiné du PAP, Edith Kawala du CPP, le très aimable Jean Dioga du FUC et enfin Jean de Dieu Momo, dont le ralliement au G20 pour 2018 fait actuellement couler beaucoup d'encre et de salive. Il y a à la suite de ce groupe un autre de 9 qui en 2011 comptait au moins une participation à l'élection présidentielle. La figure la plus retentissante de ces non-partants reste celle de Ni John Frondi du SDF. Du haut de ses 4 participations aux précédentes présidentielles depuis 1992, de son charisme et surtout du poids de son parti dans le paysage politique depuis le retour du multipartisme. Absent comme Frondi dans cette vague, Victorien Aminu-Biele de l'UFDC, Hubert Kamga de l'UPA, Albert Zonga de la Dynamique, Jean-Jacques Ekindi du MP, Anissé Ekani du Manidem, Frisngo du MEC, Joachim Tabiowono de l'AMEC et enfin Georges Nyamdi. Des absences toutes constatées et justifiées pour quelques-unes par des motifs différents qui vont à coup sûr donner un nouveau visage au tableau des prétendants au fauteuil présidentiel qui fait tant courir depuis 1965 au Cameroun. La suite avec l'actualité de la présidentielle, c'est à Yaoundé avec une journée passée au quartier général du candidat Cabral Libi. Il est lui aussi aspirant à la magistrature suprême. Bonsoir Alain Ghislain Kanga. Michael et bonsoir à tous. Dans la suite de ce cahier de l'élection d'octobre prochain, je vous propose des clichés de la visite rendue ce jour au quartier général du mouvement 11 millions d'électeurs et son leader Cabral Libi ici à Yaoundé. Ce sont des jeunes originaires du Septentrion venus annoncer leur entrée en campagne dans leur terroir respectif pour le candidat qu'ils ont choisi. Reportage Rodrigue Tonguet, Bertrand Chassé. Des jeunes originaires du Grand Nord du Cameroun et basés essentiellement dans le 2e arrondissement de la capitale, venus à la rencontre du leader qu'ils ne voyaient jusque-là qu'à la télé ou sur Internet. Au quartier général du mouvement 11 millions, 6 à l'immeuble CNPS de l'avenue Kennedy à Yaoundé, Cabral Libi les reçoit et les écoute. Nous sommes derrière vous, de tout cœur. Et à notre niveau, nous allons fournir notre travail à notre façon. Monsieur Cabral Libi, milieu Tiba, Usoko, Allah. Monsieur Cabral Libi, Mindo Andi, que Dieu vous prête longue vie. Ces jeunes gens, commerçants ou patrons de PME pour l'essentiel, promettent de donner du leur entièrement pour l'organisation dans leurs différents villages de la campagne du candidat du parti Univers à la présidentielle d'octobre prochain en misant sur du porte-à-porte et l'effort personnel sans attendre un seul sou du sommet. Nous irons jusqu'au bout et on va se réunir ensemble pour fournir chacun sa part des moyens pour soutenir Cabral Libi jusqu'au fin fond de notre village. Cette promesse est assortie de conditions, bien sûr, que Cabral ne change pas de camp comme certaines de leurs élites politiques aujourd'hui proches du pouvoir, alors que, disent-ils, le bas peuple croupit dans la misère. Le leader l'a-t-il bien noté? J'ai été contacté hier soir seulement que une délégation des ressortissants du Grand Nord venait me féliciter et me remercier. Ben, j'ai compris qu'au fond c'était pour m'encourager, m'avertir également de ce que je ne devrais pas abuser de leur confiance. Foi de jeunes du Grand Nord, c'est le Septentrion qui fait et qui défait les hommes d'État au Cameroun. Parlons à présent des journées économiques, industrielles et commerciales du Cameroun, le GECAC 2018, qui se prépare déjà. Parmi ses objectifs, le renforcement de la coopération entre le Cameroun et la Chine, permettre aux entreprises locales de visiter, s'informer et apprécier le savoir-faire chinois ou encore négocier et conclure l'acquisition des équipements et unités de production diverses dans la transformation des produits locaux. Karel Mezatachoya et Hubert Nutier. La coopération entre le Cameroun et la Chine se porte bien. Les nombreux accords de partenariat signés entre les deux gouvernements le démontrent à suffisance. En outre, ce pays frère et ami offre des opportunités d'affaires dans divers domaines d'activité aux opérateurs économiques camerounais. Des opérateurs
qui, grâce aux journées économiques, industrielles et commerciales du Cameroun en Chine, pourront toucher du doigt ces opportunités. C'est l'objet de la rencontre de ce jour, initiée par le comité d'organisation. Et cette mission qui concerne l'organisation de journées économiques et industrielles en Chine est pour nous quelque chose à saisir absolument. Parce que vous savez, on ne pourra pas parler d'émergence, on ne pourra pas parler de développement s'il n'y a pas d'industrialisation. Le voyage d'affaires est prévu en mi-septembre prochain. Les organisateurs appliquent ici l'appel lancé par le chef de l'État, à savoir s'abreuver à la source de l'expérience chinoise. La Chine à l'heure actuelle a fait un bond en avant qui appelle respect et admiration. Et le Cameroun ne peut pas faire autrement que suivre cet exemple, se développer rapidement. Et pour ce faire, l'organisation des journées économiques, industrielles et commerciales en Chine fait partie justement des instruments que nous voulons mettre en place pour que nos hommes d'affaires soient en étroite collaboration avec les hommes d'affaires chinois. Des journées qui vont permettre aux chefs d'entreprise d'enrichir leur expérience afin de contribuer à leur manière au développement du pays. Il y aura l'échange d'expérience, il y aura aussi la vente de nos différents produits et l'équipement. L'équipement qui est très nécessaire pour nos chefs d'entreprise. Donc, une fois rentrés dans la région de l'Est, nous allons sensibiliser nos chefs d'entreprise. Nous allons leur parler de l'importance d'aller en Chine pour acquérir des bonnes choses là-bas. Les GIECAC ont pour entre autres objectifs implanter de nombreuses usines au Cameroun, rapprocher les secteurs privés chinois et camerounais, permettre aux entreprises camerounaises de visiter, s'informer et apprécier le savoir-faire chinois. Les journées économiques, industrielles et commerciales du Cameroun en Chine s'adressent à tous les Camerounais désireux de promouvoir et dévoiler l'image d'une nation qui se bâtit chaque jour à l'aide de ses atouts multiples. L'emploi des jeunes et l'implémentation du budget programme au centre des échanges de la deuxième journée du Salon de l'Action gouvernementale édition 2018. Parmi les conférenciers, des membres du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle et ceux de la communauté urbaine de Douala. Les détails avec Laetitia de Bilang et Michel Foucault. La question sur l'emploi des jeunes au Cameroun est au cœur des échanges ici au Salon de l'Action gouvernementale SAGO 2018. Le débat qui oppose des jeunes chercheurs à quelques membres du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle sera très vite équilibré. Ce grâce à l'évocation de la nouvelle loi régissant la formation professionnelle au Cameroun. La loi numéro 010-2018 du 11 juillet 2018. C'est une loi qui intervient après 42 années, on pourrait dire entre guillemets, de passage à vide. Parce que la dernière loi date du 16 juillet 1976, donc 42 ans après. Pour nous, non seulement c'est une grande révolution, mais c'est une grande innovation. Et cette loi-là permet non seulement au ministère de l'Emploi de véritablement se positionner comme leader stratégique dans le champ de l'emploi et de la formation professionnelle au Cameroun. Il y a un problème de compétences. Ce n'est pas que les emplois n'existent pas, les emplois existent, mais le déphasage qu'il y a, c'est que les jeunes ne sont pas informés, les jeunes ne sont pas formés. Donc notre structure ou les structures du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle, en l'occurrence l'ECOSUP et les centres de formation professionnelle d'excellence, sont là pour passer du tritype, donc orientation, formation et emploi. Et qui dit formation des jeunes, dit implémentation d'un budget programme, levier de bonne gouvernance et de citoyenneté responsable. Une notion qu'a bien voulu partager la communauté urbaine de Douala ce 25 juillet 2018 au cours de la deuxième conférence inscrite à l'ordre du jour de la deuxième journée de cet événement. À travers un certain nombre d'espaces comme le SAGO, effectivement, nous devons rendre compte. Donc c'est un espace important, privilégié, pour être au plus près des populations à l'effet de leur dire exactement ce qui est fait et comment cela est fait. Ainsi, le gouvernement n'attend plus dépenser le budget de l'État comme une sorte de gâteau national que se partagent les ministères, mais veut, à travers la 7e édition de ce salon de l'action gouvernementale, apporter des réponses concrètes aux difficultés que connaissent les populations clairement identifiées sur le terrain.
Le nouveau secrétaire général du ministère de la décentralisation et du développement local, Fred Ebonga, a été installé ce jour par le patron de ce département ministériel, l'ancien chargé de mission au cabinet du Premier ministre, pour mission principale la mise en place d'une administration compétente et efficace à l'élaboration de la législation et la réglementation législative à l'organisation, mais aussi la mise en œuvre de la décentralisation. Je vous propose d'écouter le ministre de la décentralisation et du développement local, Georges Elanga Obam, au micro de Ghislain Pierre-Issono et Samuel Bonis. Parmi ces défis, le plus immédiat et le plus urgent porte sans doute sur la mise en place d'une administration compétente, efficace et efficiente. À l'élaboration de la législation et de la réglementation relative à l'organisation et au fonctionnement des collectivités territoriales décentralisées, à l'évaluation et au suivi de la mise en œuvre de la décentralisation, au suivi et au contrôle des collectivités territoriales décentralisées, d'approfondir et d'accélérer la décentralisation. Le ministre a défini une feuille de route pour le secrétaire général, dont sans autre délai, je vais me mettre à la tâche. Avant la page sport, la page plutôt en couleur dans ce journal avec le déstockage massif qui se poursuit dans les prêt-à-porter Stella. Les prix revus à la baisse font la satisfaction au quotidien de la clientèle, ce qui n'enlève en rien la qualité des vêtements et autres accessoires. Les clients ont encore un mois pour s'offrir à vil prix des produits de marque. Brand Kamga et Constant Kamga. Plus le temps passe, la clientèle éprouve du plaisir à renouveler sa garde-robe chez les prêt-à-porter Stella. Il y a du nouveau et du bon chaque jour au quartier Etoameki à Yaoundé. J'ai regardé la télé et puis il y avait des stockages chez Stella. Alors je suis arrivé et j'ai trouvé ce que je cherchais. C'est formidable chez Stella. Venez tous, vous allez prendre quelque chose de formidable avec vous. Il y en a pour tous les goûts. Des vêtements de qualité pour dames, des chaussures de marque et surtout des costumes messieurs à des prix cadeaux. C'est pour la troisième fois que je reviens ici, chaque fois qu'il y a des stockages. Par exemple, ce matin, je suis arrivé, j'ai pris 3 super costumes à des prix imbattables, 85 000 francs l'unité. 85 000, c'est vraiment donné. C'est donné. Et c'est pourquoi je reviens. Et vous reviendrez? Et je reviendrai de temps en temps avec mon épouse. Car pour les femmes, le déstockage massif chez Stella donne à s'offrir des robes et autres tailleurs haut de gamme avec des prix au rabais. Tenez par exemple ce corsage à volant. Il coûte seulement 25 000 francs, porté sur ce leggings qui vaut lui aussi 25 000 francs. C'est dire qu'à 50 000 francs, vous aurez une très très belle tenue. Les prêt-à-porter Stella réservent un séjour des plus agréables à sa clientèle et résultat des courses, chacun trouve son compte. C'est l'euphorie totale. Les clients sont satisfaits par ce déstockage avant fermeture pour travaux, mais aussi satisfaits parce que nous comblons leurs désirs vestimentaires. Et les clients, nouveaux ou anciens, trouvent si bien les mots pour le dire, Stella, c'est la classe. Comme disent souvent les Anglais, une Stella, we trust. Avec ce déstockage, les prix sont tout simplement waouh. Le meilleur choix, c'est Stella. Encore un mois jusqu'au 31 août 2018 pour s'offrir des vêtements, chaussures, chemises, cravates et de la lingerie de marque à vil prix chez Stella avant fermeture pour travaux. Et en sport, les responsables de fédérations, près d'une cinquantaine, se sont réunis ce jour dans les locaux du ministère des Sports et de l'Éducation physique à Yaoundé. La raison, s'enquérir de la nouvelle loi régissant sur les activités sportives au Cameroun. La réunion, présidée par Bidoum Pat, a été marquée par l'absence de la Fédération camerounaise de football. Le compte-rendu de Marc Chouamo et Francis Kepnan. L'état-major du sport camerounais s'est donné rendez-vous ce mercredi dans la salle de conférence du ministère des Sports et de l'Éducation physique. Au centre des débats, la vulgarisation et l'implémentation par les fédérations sportives civiles nationales
de la nouvelle loi numéro 2018/014 du 11 juillet 2018 portant organisation et promotion des activités sportives et physiques au Cameroun. En dehors de la Fédération camerounaise de football, la grande majorité des 52 présidents de fédération étaient présentes. Cette loi doit apporter un sang nouveau dans le mouvement sportif empêtré depuis presque 2 Olympiades dans des guerres juridiques sans fin. Je recommande ce qui suit. Que les présidents de fédération et les acteurs concernés s'approprient cette loi, promeuvent davantage avec engagement et professionnalisme des activités physiques et sportives pour le rayonnement de notre pays. Après les échanges et explications entre les responsables de fédération et les directeurs des services techniques du ministère des Sports et de l'Éducation physique, une nouvelle page semble s'ouvrir. L'Africa Basket, comme tout le mouvement sportif, a eu la feuille de route et nous sommes même satisfaits et très contents que cette réunion ait lieu. Parce que dans un deuxième temps, ça nous a un peu réconforté dans ce que nous faisons au quotidien, c'est-à-dire la promotion de notre basket et du sport en général. Cette loi, d'autres vont l'interpréter, ce n'est pas une loi qui nous est imposée, c'est une loi qui a été en gestation ici à la salle de conférence. C'est une loi qui va permettre maintenant de réguler beaucoup de choses. On n'aura plus à gérer des conflits en externe. Les conflits, on privilégie d'abord la gestion des conflits en interne dans les fédérations. L'heure est désormais à l'application de cette nouvelle loi dans les fédérations sportives civiles nationales pour sortir des statuts harmonisés, afin que la nouvelle Olympiade prenne corps et cède la place aux performances sportives de qualité sur les terrains et dans les arènes sportives. Parlons à présent du CK FestiFoot qui a démarré le week-end dernier. C'est un tournoi de football qui se joue à Banjul et qui regroupe 8 équipes autour du vivre ensemble. Le lancement de cette compétition avec Ghislain Pierissonneau. Bienvenue à Banjul, bienvenue au lieu du KPT. Le quartier n'a jamais aussi bien porté son nom qu'à l'occasion du kick-off du CK FestiFoot. Le tournoi est à sa première édition, mais déjà, il laisse converger du beau monde. Vivez les vacances avec CK FestiFoot qui, s'il n'avait pas existé, il aurait fallu le créer. Vous savez, le premier pari de l'organisation d'un événement, c'est la mobilisation. Et lorsque vous regardez autour du stade, vous regardez mes petits frères, vous regardez mes papas, vous regardez mes grands-parents, ça veut dire le premier point, le premier volet a été réussi. C'est parti pour un mois de football, un mois de compétition qui va opposer, n'est-ce pas, pas moins de 8 équipes venues de tous les coins de Banjul. Le protocolaire consommé, place à la rencontre d'ouverture du tournoi. Aux prises, les amis des choristes et vétérans de Banjul. Puis, place à la confrontation Moué FC et carrière locale. La fête du foot à la fin populaire. Vous savez, pendant les vacances, ce genre d'événement n'existe pratiquement pas dans ce coin du village. Et en tant que représentant digne des vétérans de Banjul, par ma modeste voix, nous louons l'initiative de M. Kouaté et nous l'encourageons d'aller de l'avant. Demande à toutes les populations de Pété de venir acclamer les équipes, de venir acclamer le fair play, de venir ovationner les joueurs qui peuvent bien livrer le bon match. Donc je les invite à venir. J'invite également les dignes fils de Pété de copier l'exemple. Un mois durant, les mordus du ballon rond auront à se mettre sous la dent. La compétition donne à 8 équipes de participer au nom du dynamisme de Banjul et de KPT. À la fin, on poursuit la cohérence sociale et le vivre ensemble. Prenons rendez-vous tous les jours jusqu'au 25 août, jour de finale, à ne pas manquer. Prenons à présent la route des grandes réalisations en Ngaoundéré avec aux commandes Michael Tipkio. Bonsoir.
Bonsoir. Alain, avant de se rendre en Ngaoundéré, terminons avec le sport et ses résultats de la 33e journée du championnat national de Ligue 1 qui viennent de se disputer pendant que UMS de Loum conforte la 2e place qualificative pour la Ligue des champions africains. Dans le bas du classement, AS Fortuna, Astre, Unisport ou Stade Renard sont sur le fil de la relégation. Vous pouvez voir les résultats en images. Coton Sport de Goara, le classement justement avant les résultats de cette journée en image et le classement actuellement avec Coton Sport de Garoua qui a 66 points, UMS de Lomé 55 points, Bamboutos de Bouddha 3e avec 50 points. Et là, la deuxième partie du classement 13e et 14e, AS Fortuna et Astre de Douala 41 points et Astre de Douala 41 points bien sûr. Unisport Dion Cam 40 points occupe la 15e place et puis Stade Renard de Melon 15e avec 39 points. Et puis le bas du tableau avec Aigle Royal de la Menois et Yafoot bon dernier de ce classement général à l'issue de la 33e journée du championnat national de Ligue 1. Rendons-nous en Ngaoundéré, nous le disions tout à l'heure, la ville de Ngaoundéré qui vient de bénéficier de la part du chef de l'État d'une enveloppe d'un peu plus d'1,6 milliard de francs CFA pour le bitumage de l'axe cathédrale logements sociaux. Tous applaudissent dans l'ensemble, sauf que les routes de la ville et les routes justement de la ville ont des artères qui se trouvent dans un état piteux, jonché de nids de poules, 4 figures sur le linéaire gare voyageurs jusqu'à l'université appelée le cimetière des taxis avec notre correspondant sur place en Ngaoundéré, Eringele. Une file de véhicules immobilisés et 2 gros porteurs qui menacent d'entrer en collision. À la base de ces incidents, ces nids de poules géants situés au niveau de la gare marchandise en Ngaoundéré. Regardez l'état de la route, regardez comment les gens souffrent. Nous tous on souffre. On place les amortisseurs tous les jours que Dieu a créé. Ça ne vaut pas la peine. Ça fait honte. Ça c'est l'entrée de Ngaoundéré. C'est pas bien. L'axe rond-point gare voyageurs université est un cas d'espèce des routes de la métropole de l'Adamawa devenues des pièges pour automobilistes. Des creux impressionnants formés sur ce linéaire en plein centre urbain où les piétons vont plus vite que les engins à 2 et 4 roues. Aidez-nous, on est devenu plus que les malheureux. Et il y a l'argent. Non, essayez de parler à l'État du Cameroun. Les moyens de la communauté urbaine sont limités, à l'instar de ces jeunes recrutés pour creuser des caniveaux. Il y a quand même des accidents, il y a des voitures qui viennent qui calent dans le trou qui est devant nous, là-bas, nous sommes en train de travailler. Et il y a certaines motos qui tombent aussi dans le trou. Bon, c'est une route très accidentée. Une fois la pluie tombée, le calvaire recommence. Les amortisseurs sont amortis, rien ne fonctionne. Le bas de la voiture est gratté. Il faut qu'on fasse comment maintenant. Là, on nous parle que le pays va bien, que tout la Russie c'est normal. À la veille des élections. Les routes vont constituer un sujet important pour la campagne présidentielle à venir en Ngaoundéré. À l'étranger, au Mali, jour J-4 avant la présidentielle, la campagne électorale se poursuit sur le terrain avec les 24 candidats qui multiplient les rassemblements politiques sur le terrain. Le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta et son adversaire de l'opposition Soumaïla Cissé se prétendent se détendre justement, sortent du lot, bien sûr. La bataille elle-même est âpre sur le terrain, ponctuée d'accusations de fraude portées par l'opposition. Les détails de nos confrères de la BBC. Ils sont 24 candidats en lice pour la présidentielle, mais en pratique sur le terrain, le processus a pris l'allure d'une course à 2 chevaux. Course entre le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta et l'ancien ministre des Finances Soumaïla Cissé, le porte-étendard de la coalition IRD qui se voit déjà un champion du changement. Merci d'être venus ici si nombreux pour l'alternance et la victoire. Notre pays est désormais devant un choix majeur. Continuer sur le chemin actuel
qui conduit à l'échec, ou se redresser pour redevenir ce que le Mali a toujours été, un pays stable, un pays libre, un pays uni, un pays fier. Rêve d'alternance affichée, mais l'URD se sent contrarié. La coalition tire la sonnette d'alarme sur des fraudes qui se prépareraient. Elle dénonce l'existence d'un double fichier électoral. Alors, un fichier électoral parallèle à Bamako, avec un matelas confortable pour la fraude, un huis clos de la fraude au centre du pays, il croit que le tour est ainsi joué. Alors que le peuple malien veillera à ce que son vote ne soit pas volé. Le camp du président Keïta balaie du revers de la main les préoccupations de fraude soulevées par ses opposants. Keïta a donc poursuivi sa campagne à l'attention de ceux qui s'attaquent à son bilan. Il rappelle que le Mali dont il a hérité revient de loin. Nous n'avons pas hérité d'un pays tranquille. Il aura fallu beaucoup d'énergie, beaucoup de courage et certainement une vision pour faire bouger ce pays. La consultation de ce dimanche représente un grand défi. Défi de logistique, défi de sécurité surtout. Le nord du pays est toujours en proie à des violences sporadiques, ce qui fait d'ailleurs de la sécurité un enjeu majeur du scrutin. En tout cas, l'électorat est assez averti des enjeux et nombreux sont ceux qui entendent faire valoir leur suffrage. Je vais voter pour celui qui stabilisera le pays, dit cet homme, pour celui qui connaît les réalités du Mali, puisqu'aujourd'hui nous avons besoin d'avancer. Autre électeur, autre raison pour aller voter. En tant que jeune Malien, vraiment je veux un changement. C'est pour cela que je vais voter. Les opérations de vote se dérouleront dimanche. À l'issue du premier tour, si aucun des 24 candidats n'obtient la majorité absolue, eh bien, un second tour sera indispensable. Voilà qui fait l'actualité ce soir au Cameroun et en Afrique. Merci d'avoir suivi. Je vous souhaite passer une belle soirée sur Canal 2 International. Je vous retrouve demain lorsqu'il sera 19h50. Bonsoir.